surnommé le Versailles de la jungle. C'est sur cette colline qu'au temps de sa splendeur, le maréchal Mobutu s'était fait ériger un somptueux palais. 25 ans après sa chute, il ne reste plus qu'un tas de ruines à Kawele, dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. 2 guerres civiles sont passées par là. Si le palais est dans cet état, c'est parce que la crise bat son plein dans le pays. S'il n'y avait pas de crise, la maison de feu Le Maréchal ne serait pas aussi délabrée. L'accès est ouvert à plusieurs endroits, les voleurs viennent de partout, de Wamba, de Ngoloma, pour piller. Difficile aujourd'hui d'imaginer que les grands de ce monde ont défilé ici, reçus avec faste par celui qui a dirigé l'ex-Zaïre d'une main de fer pendant 32 ans. À l'exception de ce buste installé devant la mairie de son ancien fief de Gbadolite, rien ne rappelle vraiment ici le maréchal Mobutu, mais dans la tête des habitants, il est toujours présent et tous en parlent avec une certaine nostalgie. On me racontait que le président Mobutu n'autorisait pas l'usage du téléphone, mais le pays allait assez bien. Nos parents travaillaient, l'argent circulait, ça aidait pour nous élever. Oui, Mobutu était un dictateur, mais si c'était le prix à payer pour avoir un pays uni et fort, beaucoup en semblent ici convaincus. La dictature était là, qui a aussi ses mauvais côtés, mais qui a aussi ses bons côtés, qui nous a aidés pour que le pays, à son temps, évolue bien qu'il y avait la dictature. Mais maintenant qu'il y a la démocratie, moi je trouve qu'on a un recul parce qu'il n'y a pas respect des autorités de l'État. Et la dictature Mobutu était aussi le meilleur rempart contre les attaques extérieures, regrette cette ancienne collaboratrice du maréchal. Le président Mobutu a défendu l'unité nationale. Comme je venais de le dire, nous avons 9 voisins. Aucun voisin n'a jamais osé prendre un seul parti de notre territoire, comme on le voit aujourd'hui. Renversé le 17 mai 1997 par la rébellion de Laurent Désiré Kabila, le maréchal Mobutu, qui souffrait d'un cancer, est mort 4 mois plus tard au Maroc, où se trouve toujours sa dépouille. Sa première épouse et plusieurs de ses enfants, eux, reposent à Gbadolite. Mais cette chapelle a été détruite et leur tombe profanée. Ils ont dû être inhumés à nouveau dans un cimetière voisin. Surtout, ne jamais perdre leurs traces pour qu'ils ne retrouvent pas leur peur naturelle des humains. C'est la seule façon de se faire accepter par les gorilles. Alors chaque matin, les éco-guides du parc national de Loango, au Gabon, s'enfoncent dans la forêt à la recherche des nids où ils ont passé la nuit. Ils ne sont plus là, ils se sont levés, ils sont partis. Donc les nids, on cherche maintenant, on voit la direction, ils sont partis, on voit les crottes d'aujourd'hui, les crottes fraîches. Et ensuite, on voit les traces aussi de nourriture, on suit au fur et à mesure. Les éco-guides ne tardent pas à retrouver Kamaya, l'un des quelques 1500 gorilles au dos argenté qui vivent dans ce parc. C'est une vieille connaissance. Lui, ça fait un moment qu'il ne fuit plus à l'approche d'humains. Kamaya est bien assis. Il est couché, il dort, il a la confiance parce que c'est un long travail qu'on a fait, des années vraiment de dur labeur pour arriver jusque-là. Le fait qu'ils sont habitués à notre présence, les touristes viendront voir et ils vont servir d'ambassadeurs pour leur propre protection. L'immense parc de Loango, qui s'étire sur plus de 1500 km², attire en effet des touristes prêts à payer cher pour pouvoir observer Kamaya et ses congénères. 300 000 francs CFA, soit environ 450 € pour passer 1 heure avec les gorilles, sans compter l'accès au parc et l'hébergement. Ces visites viennent de reprendre après avoir été complètement stoppées pendant 2 ans pour cause de pandémie de Covid-19. Le tourisme, ça permet de faire rentrer les fonds nécessaires au fonctionnement du parc pour protéger les gorilles, mais également d'autres espèces à travers eux. Ils sont une espèce phare, ils sont très charismatiques. Et ils aident à protéger d'autres espèces à travers leur propre protection.
Les gorilles, produit d'appel en quelque sorte pour relancer l'écotourisme, et l'écotourisme source de revenus pour financer la protection d'espèces menacées d'extinction, un véritable cercle vertueux sur lequel mise le Gabon. Un savoir-faire ancestral, aujourd'hui menacé. À Gariane, dans le nord-ouest de la Libye, il a longtemps fait la fierté et la richesse de la ville, surnommée capitale de la poterie. La terre ocre puisée dans le massif voisin du Djebel Moussa est transformée en glaise avant d'être modelée pour devenir plat, pot ou pichet. Cela fait partie de notre identité. On y est attaché parce que ça représente l'identité de la Libye. Mais depuis les années 80, cet artisanat ne cesse de décliner, faute d'être monté dans le train de la modernisation. Et aujourd'hui, il manque cruellement de bras. Il n'y a pas d'école d'artisanat, il n'y a pas de nouvelle génération, donc on doit s'appuyer sur les anciens qui, avec l'âge, commencent à arrêter. Une main-d'œuvre vieillissante et une concurrence étrangère de plus en plus rude, avec des produits importés à moindre coût, notamment de Turquie ou de Chine. Difficile d'être compétitif dans un pays en proie au chaos depuis la chute du régime Kadhafi en 2011. Le système bancaire est archaïque, la réglementation d'échange très protectionniste, sans parler des problèmes logistiques. Malgré tout, certains veulent encore y croire et misent sur la vente en ligne pour sauver la poterie de Gariane. On a essayé de faciliter le transport des poteries vers les Libyens vivant à l'étranger, en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux États-Unis et au Canada dans un premier temps. Et c'était un grand succès. Puis on a commencé à régler les problèmes liés à l'emballage. On n'a pas de matériaux de bonne qualité, donc on a investi dans des machines d'emballage. Ali, lui, n'a pas encore franchi le cap du commerce en ligne, mais il sait que c'est une question de survie. En attendant donc d'être à son tour équipé pour expédier ses poteries, il continue de mouler ses pièces et de les décorer avec des pigments naturels, comme il le fait depuis 25 ans et comme son père le faisait avant lui.